San Francisco est une ville dangereuse. On prévoit un séisme de magnitude 7,9 dans les 30 prochaines années. Un ancien arsenal nucléaire. La Troisième Guerre mondiale vient de commencer. Les sombres tunnels du chemin de la liberté. Cet espace est très étroit. C'est pour un enfant, c'est pas pour moi. Les effets de la guerre de sécession se sont fait sentir jusqu'à Alcatraz. Je suis sous Alcatraz. Nous avons confié nos caméras à des explorateurs urbains de l'extrême. Il faut rester parfaitement silencieux. Nous partons en quête d'aventure dans le secret des villes, à San Francisco. Bonjour, je suis à San Francisco, en Californie. Une ville qui, depuis sa fondation, a toujours été au bord de la destruction. C'est le rendez-vous des hippies, des artistes et des millionnaires glamour. Mais quand on creuse un peu, on découvre la face cachée de la ville. Citadelle de la guerre de sécession, bastion de la Seconde Guerre mondiale. Les batteries top secrètes bourrées de missiles nucléaires défendent la ville depuis plus d'un siècle. San Francisco occupe une péninsule qui s'avance dans une vaste baie, sur les rives du Pacifique. Son port a fait sa richesse, mais il a aussi souvent constitué une menace et fait office de garde-chiourme. C'est ici que se trouve la plus célèbre prison du monde, Alcatraz. Pendant des décennies, elle a accueilli les pires criminels d'Amérique. Mais elle n'a pas toujours été un pénitencier modèle de haute sécurité. Sous le ciment des cellules où ont séjourné Al Capone et Machine Gun Kelly, on trouve les ruines d'un ancien fort de la guerre de sécession. Il protégeait les vastes richesses des États de l'Union et défendait la baie de San Francisco contre les envahisseurs. Rich? Oui, bonjour. Don Wyman. Je prends le bateau avec Rich Widman. Juste sous leurs pieds. C'est dingue cet endroit. Voici les ailes principales, la B et la C. Elles ont accueilli jusqu'à 303 hommes et comptent 336 cellules. Une prison de taille modeste pour les pires criminels. C'était la prison ultime. Quand on voulait isoler des gens du reste du monde, on les enfermait ici. À 2 pas de la liberté. C'est vrai. Ils pouvaient entendre les sonnettes des tramways et sentir les parfums des boutiques du centre. Maintenant, on va aller dans un endroit interdit au public. Il est protégé par des verrous d'époque. Prenez un casque, on va descendre. C'est fou, on va aller sous Alcatraz, dans les cachots d'un fort qui a été l'un des plus importants du pays. Cette partie date de la guerre de sécession. Oui, ce niveau remonte à 1857. En fait, nous sommes dans une douve sèche. Et ceci, c'est la partie extérieure du fossé. À l'origine, la citadelle consiste en un fort de 2 étages, défendu par 104 canons.
entouré d'une douve sèche et gardé par 2 ponts-levis. Les 2 premiers niveaux sont percés d'étroites meurtrières. 400 soldats sont stationnés dans le fort. Et le sous-sol du poste de garde fait office de cellule pour des prisonniers de guerre confédérés. Ici, c'était la dernière zone de défense. Si les attaquants avaient évité les tirs de canon et avaient envahi l'île, on pouvait encore se réfugier dans cette forteresse intérieure. Et il y avait de quoi tenir 2 mois en eau et en nourriture. Ces défenses n'étaient pas disproportionnées. À l'époque, San Francisco possède une gigantesque réserve d'or. Une cible tentante pour une armée confédérée à bout de ressources. Il y avait assez d'or qui arrivait de la Sierra Nevada tous les 2 ou 3 jours pour financer toute la guerre de sécession. On craignait que le Sud n'attaque la baie. Et ces craintes étaient fondées? Peu avant la fin de la guerre, on a vu un vaisseau confédéré juste derrière le Golden Gate. La menace était bien réelle. Ici, on est au niveau de la guerre de sécession. On a conservé ses fondations et construit la prison dessus. Après la guerre, le fort est d'abord converti en prison militaire, puis fédérale. L'ancienne structure en briques est démolie jusqu'au rez-de-chaussée, puis remplacée par du béton armé. L'espace de haute sécurité souterrain est conservé pour servir de cellule d'isolement. Au départ, ces pièces avaient été conçues pour servir de magasin à poudre. Mais quand l'île est devenue une prison fédérale en 1934, ces 4 pièces ont été équipées de barreaux et converties en cachots. On les laissait ici dans le noir, parfois des journées entières. Mais en général, c'était pour une bonne raison. C'étaient les prisonniers récalcitrants qui finissaient à Alcatraz. Entre les prisonniers de guerre et les gangsters, il y a eu 14 tentatives d'évasion malheureuses. Et certains fugitifs sont arrivés tout près de la liberté. Regardez ça! Un tunnel d'évacuation. Et sans doute un conduit d'égout. On sent l'air de la mer. Il doit être relié à l'extérieur. Ce passage doit aboutir dehors. Si j'étais prisonnier de ces murs, enfermé dans ce trou, je creuserais le sol dans l'espoir de m'évader d'Alcatraz. Mais je suis mieux équipé qu'un détenu lambda en mal de liberté. J'ai mon kit d'intervention. Ce passage est vraiment très étroit. Je suis dans le noir total. Si j'avais un peu de lumière, je verrais exactement à quel point c'est étroit en réalité. Il y aurait de quoi devenir claustrophobe. Mais je ne vois rien, alors ça va. En revanche, vous le pouvez, vous, grâce à ma caméra infrarouge. Bon, j'ai atteint le bout de cette galerie. Elle fait une trentaine de mètres. Au-dessus de ma tête, à moins de 2 mètres, il y a une bouche d'égout. Je vois la lumière du jour qui filtre. En gros, c'est une canalisation. Un système d'écoulement de l'ancienne forteresse qui court juste sous la prison. Je suis dans un tunnel sous Alcatraz. Si j'avais été prisonnier là-haut, j'aurais sûrement aimé connaître ce passage. Je suis sur le promontoire de Marine Headlands, à Oak Hill. Cette zone a toujours été vitale pour la défense de San Francisco. Et on voit bien pourquoi, avec le Golden Gate et la baie. Ces collines sont truffées d'infrastructures militaires de diverses époques. J'ai rendez-vous avec John Porter, un autre ranger, pour découvrir comment ce système de défense s'est adapté à l'ère nucléaire. John, comment ça va? John me fait visiter une structure défensive de la Seconde Guerre mondiale transformée en batterie de missiles nucléaires. Un lieu qui aurait pu déclencher la Troisième Guerre mondiale, et a d'ailleurs bien failli le faire.
Imaginez cet endroit à l'époque. C'était un site de très haute sécurité, avec des chiens, des gardes militaires partout. Il n'y avait pas moyen d'entrer. Nous sommes en 1951. L'Union soviétique et la Chine entrent dans la course aux armements. Les États-Unis doivent réagir rapidement en fortifiant toute leur métropole, y compris San Francisco. Les missiles Nike Ajax constituent alors le nec plus ultra de la défense aérienne. La mission de ces batteries est d'identifier des formations aériennes équipées d'armes nucléaires et de les anéantir avant qu'elles n'atteignent leur cible. Ce site secret situé tout près de San Francisco a rempli ce rôle pendant 20 ans. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ce sont des radars. Il y en avait 5 en tout installés au sommet de Wolf Ridge. Et ça, ce sont les camions de contrôle avec les ordinateurs. Si les radars détectent des avions russes ou chinois, l'ordinateur guide les têtes nucléaires jusqu'à 45 km de distance pour faire exploser les bombardiers et leurs charges mortelles. On dirigeait tout d'ici. Oui, avec ces ordinateurs. Cette technologie paraît primitive, mais elle aurait pu anéantir le monde. Que devait-il se passer en cas d'attaque? On commençait par appuyer sur ce bouton pour déclencher la sirène. C'était le signal pour tous les soldats de rejoindre leur poste. J'imagine leur terreur. Ces installations défensives répondent à une menace extérieure précise. Mais le plus grand danger, c'est peut-être la présence de missiles nucléaires d'1 tonne à une quinzaine de kilomètres d'une grande métropole. Un faux pas, et San Francisco, l'État de Californie et une grande partie de la côte ouest peut disparaître. Cet arsenal nucléaire capable de détruire l'humanité est donc gardé à l'abri en profondeur. C'est incroyable. Ce sont les missiles Nike? Ce sont des Nike Hercules. Des vrais engins de mort. Ce site, l'un des 12 installés autour de la baie, est équipé de 12 missiles. Au cœur de la guerre froide, on recense 280 installations top secrètes et souterraines de ce type à travers les États-Unis. Ils sont armés? Non, ils sont tous inertes. Celui-ci a été entièrement restauré. C'est l'exacte réplique d'un missile d'époque. Ils sont énormes. À quelle vitesse vont-ils? Celui-ci se déplaçait à 3200 km/h et l'autre atteint 3,65 fois la vitesse du son. Plus rapide qu'un avion de chasse. Bien plus rapide, plutôt comme une balle. Et ce missile de 3 tonnes revient au sol sans guidage. C'est vrai? D'où la rampe quasi verticale. Il tombe dans l'océan. Partout, sauf ici. Voilà les éléments dangereux. Ce sont des têtes nucléaires. Entre la rayure rouge et les ailerons, c'est là que se trouve la charge. C'est une W-31 et sa puissance est de 40 kilotonnes. 40 kilotonnes? C'est beaucoup par rapport à Hiroshima? La bombe lâchée sur Hiroshima faisait 14 kilotonnes. Celle-ci est 3 fois plus puissante que la bombe A qu'on connaît. Tout à fait. Imaginez, la cible a été identifiée par les radars et confirmée par un avion d'observation. Les missiles vont alors être transférés en surface, verrouillés et lancés. L'explosion produit une onde de choc qui, à elle seule, peut tuer tout être vivant dans un rayon de 400 mètres. C'est 150 décibels détruisant les organes internes. Le missile parcourt 40 km en 30 secondes, à la verticale. Et puis, opérant un virage à 180 degrés, plonge vers le sol pour exploser au centre de la formation de bombardiers en approche. Ce serait une explosion nucléaire aérienne, en fait. Une énorme explosion nucléaire. Quelques minutes après l'explosion, les retombées radioactives seraient plus catastrophiques encore qu'à Hiroshima. Selon les vents, 25% de la population de San Francisco pourrait décéder en quelques mois des suites de son irradiation. Dans les années 1970, ces armes redoutables sont dépassées.
On les remplace par des missiles balistiques intercontinentaux, qui n'ont pas besoin d'être pilotés ou guidés par des avions. Ils peuvent être lancés à 5500 km de leur cible. Le gouvernement dépense alors des millions de dollars pour désaffecter ces batteries. Celle-ci est la seule qui ait été conservée en l'état. Un témoignage qui nous fait toucher du doigt l'extrême tension de la guerre froide. Jamais notre pays n'a été exposé à un risque potentiel aussi grand. Et on est passé à 2 doigts de la catastrophe. Quand ça? Lors de la crise de Cuba. Justement, pendant cette crise, en 1962, à quoi ressemblait cet endroit? Il devait être en état d'alerte maximale. Et ça a duré longtemps? On était en état d'alerte de niveau 2. Toute l'armée était sur le pied de guerre. Ah, c'est ce qu'on appelle le DEFCON 2. À quoi correspondait cet état d'alerte? Concrètement, pour ce site. Tout le monde était à son poste et les missiles parés. On appuie sur un bouton et c'est l'Holocauste. Exactement. Combien de morts cela aurait causé? À l'époque, la côte Est comptait 50 millions d'habitants. C'est le nombre de victimes potentielles. 50 millions de gens tués en une seule journée. Oui. Et puis 50 millions côté ennemi aussi. Sans compter les ripostes. Le monde aurait pu être anéanti en une seule bataille, en gros. Si la guerre s'était déclenchée, c'était un scénario plus que probable. Cette menace devient beaucoup plus palpable quand on voit les armes qu'on aurait pu utiliser. Dans ce scénario cauchemardesque, l'équipe de lancement aurait tiré les missiles le long des rails. Je peux le faire tout seul. C'est incroyable, sachant qu'il pèse dans les 4 tonnes et demie. On le fait glisser ici. Allez-y, John. Allez-y. On peut le mettre en position de tir. Et voilà. C'est impressionnant. Ce missile est armé et paré. Il va être propulsé à 40 km d'ici pour fondre sur les cibles ennemies. Des avions russes ou chinois se rapprochant de nos côtes. Et quand cette chose aura atteint sa cible et fait exploser ses engins en vol, attention, ce sera le début de la Troisième Guerre mondiale. Jusqu'à la fin des années 1840, San Francisco est une petite bourgade perdue au milieu d'un paysage inhospitalier. Mais en 1848, on découvre de l'or dans la Sierra Nevada et des dizaines de milliers de gens arrivent dans la ville. Tous les jours, des richesses inimaginables en or pur transitent par son port. Fini la petite bourgade, San Francisco est une ville champignon. Mais dans les années qui suivent, les rues surpeuplées et les quartiers délabrés vont provoquer une catastrophe majeure. Cette ville enrichie par la ruée vers l'or est située à cheval sur la faille de San Andreas. Des ouvrages d'art souterrains ont déjà permis de sauver San Francisco une fois, et ils sont la clé de son avenir. Quand le séisme a frappé en 1906, c'est l'architecture ingénieuse de cet immeuble, l'Hôtel des Monnaies de San Francisco, qui a permis de conserver sa fortune, de rebâtir la ville et de sauver le pays de l'effondrement économique. Eric Christopherson est spécialiste de la ruée vers l'or. Il va nous faire visiter ce bâtiment, l'équivalent de Fort Knox ouvert en 1874. À l'époque, les 3000 mètres carrés de son élégant rez-de-chaussée sont littéralement bondés de prospecteurs poussiéreux, descendus tout droit des montagnes pour échanger pépites et poussière d'or contre de l'argent liquide. Les gens débarquaient avec des sacs de poussière d'or et ont transformé le matériau ici même. D'abord, on faisait fondre les pépites et la poussière d'or, et puis on en faisait des feuilles d'or ou d'argent qu'on perforait pour obtenir des pièces. Et tout cela se faisait ici. Oui. 200 millions de dollars en or et argent étaient enfermés dans 11 chambres fortes impénétrables.
Essayez d'ouvrir la première porte. Oh mince! Et combien elle pèse? Celle-ci pèse 40 tonnes. C'est dingue. Pareil, elle est tout aussi lourde. Voilà, on peut entrer. Au 19e siècle, on tirait à vue sur quiconque entrait ici sans autorisation. Cette chambre forte contenait des sacs et des sacs de pièces d'argent. Et ils étaient empilés en telle quantité et pesaient si lourd que les pièces ont laissé leur empreinte dans les murs. Cet édifice a été conçu pour protéger ces sacs d'or. D'abord contre les voleurs, et puis contre une menace plus grande encore, celle de la nature. Cet immeuble est capable de résister au séisme. Il est antisismique. Voilà. Tout d'abord, le soubassement d'argile a été remplacé par des couches alternées de sable sec et mouillé. En cas de tremblement de terre, le sable absorbe les secousses et protège l'édifice. Une technique si fiable que le génie civil l'emploie encore aujourd'hui. Une dalle d'1,20 m d'épaisseur, renforcée de rails de fer, est posée sur cette base. Elle supporte le poids d'une structure en fer forgé recouverte de maçonnerie et permet à la bâtisse de bouger d'un seul tenant, comme une boîte. L'efficacité de ces mesures a été mise à l'épreuve le 18 avril 1906. Le tremblement de terre a déclenché un incendie qui a duré 3 jours. Ce matin-là, un séisme de magnitude 7,9 frappe la ville, avec une puissance équivalente à 15 millions de tonnes de TNT. Des centaines d'immeubles s'effondrent et les canalisations sont éventrées. Ainsi, quand un incendie se déclare, il n'y a plus d'eau pour le combattre. Le feu s'étend, incontrôlable, et les flammes ravagent la ville, faisant des milliers de victimes. L'Hôtel des Monnaies et ses 58 employés réfugiés dans l'édifice survivent au séisme. Mais l'incendie se rapproche. On a des flammes immenses qui peuvent atteindre 20 étages. La température monte à 2000 degrés. Et l'incendie encercle l'Hôtel des Monnaies. Il ferme les volets de fer et le verre se liquéfie et coule au sol. Ces hommes auraient dû être brûlés vifs et l'édifice réduit en cendres. Mais le salut est venu de son sous-sol. Il y a 2 puits artésiens. Ils ont été mis en service 1 semaine avant le grand tremblement de terre de 1906. C'est fou. Grâce à l'eau issue de ces puits, les défenseurs de l'Hôtel des Monnaies ont pu éteindre le feu autour de l'édifice, sauver l'immense fortune entassée dans ces chambres fortes et empêcher une crise financière nationale. C'est l'un des 2 puits qui ont permis à cet immeuble de résister à la pire catastrophe urbaine qu'ait connue le pays. Aujourd'hui, San Francisco parie toujours sur d'immenses installations souterraines pour se protéger. Mais cette fois, l'enjeu est bien plus précieux encore que l'argent. C'est l'eau potable de la ville. La ville a pratiquement achevé la construction d'un immense réservoir souterrain dans le quartier de Sunset. Il fait partie de travaux de mise aux normes sismiques des canalisations de 65 millions de dollars. Il sera capable de résister à un séisme d'une magnitude de 7,9. Nous sommes la dernière équipe télé autorisée à filmer avant qu'on le remplisse. Bonjour. Bonjour, Don. Paul Mazza est membre de la commission d'utilité publique de San Francisco. Il va nous montrer comment la ville protège cette précieuse ressource contre le prochain séisme ou contre une attaque terroriste. Voilà le réservoir de Sunset. C'est exact. Quelle taille fait-il? 8 hectares. Ce projet de 4 milliards de dollars permettra de subvenir aux besoins en eau de 2 400 000 personnes. L'entrée est là. Mais nous n'allons pas vous la montrer. On interdit certaines zones aux caméras pour des raisons de sécurité. C'est l'eau potable de San Francisco. Voilà, on ne la filme pas. Coupe la caméra.
C'est Ça fait gigantesque. l'équivalent de 4 pâtés de maison sur à peu près 10 mètres de haut. Ah, c'est dingue. Et ce sera rempli d'eau. Tout à fait. Vous pensez qu'un séisme de la même magnitude qu'en 1906 peut frapper? Oui, c'est prévisible. On sait qu'un séisme de 7,9 va frapper d'ici 30 ans à peu près. Pour résister aux violentes secousses d'un tel tremblement de terre, les 300 piliers du réservoir sont renforcés par des entretoises et un cadre métallique qui tienne le toit, long de 4 pâtés de maison. En cas de séisme, le cadre métallique permet aux colonnes de bouger verticalement plutôt que latéralement, tandis que chacune des 19 sections de toit se soulève indépendamment. C'est par ce conduit que l'eau arrive. Oui, Quel est son diamètre? 1,40 m. Et sa capacité? 150 à 190 millions de litres d'eau par jour. 200 personnes ont œuvré pendant 2 ans à sa construction. Dans quelques semaines, les seuls qui viendront jusqu'ici seront les plongeurs chargés de son entretien. Voici l'arrivée du conduit. Voilà, il y a de l'écho. À l'autre extrémité de ce tuyau, il y a la Sierra Nevada. Nous faisons partie des derniers à pouvoir admirer ce gigantesque réservoir, avant que des millions de litres d'eau ne se déversent ici pour le remplir. C'est pas vrai. Ah si, tout à fait. La fièvre de l'or a attiré des centaines de milliers de Chinois en Californie. Quelques rares élus ont fait fortune. Les autres ont tâché de survivre dans les taudis de San Francisco, dans un labyrinthe du vice caché sous le pavé des rues. À la fin du 19e siècle, le sous-sol de Chinatown est un enchevêtrement de tunnels à charbon, de passages piétons souterrains et de 4 km de tunnels d'évacuation des eaux usées. En surface, des centaines d'ouvriers ayant fui la famine en Chine s'entassent dans des logements vétustes. La politique d'immigration empêche les hommes de faire venir leurs familles pour s'installer durablement aux États-Unis. L'immigration légale des femmes est rendue pratiquement impossible. Elles sont donc passées en fraude, comme esclaves. Des petites filles de 5 ans sont obligées de travailler comme domestiques ou comme prostituées. Quelques-unes vont retrouver la liberté grâce à l'aide d'une femme de tête nommée Donaldina Cameron et d'un réseau de tunnels à charbon devenu la voie de la liberté. J'ai rendez-vous avec Jack Shop. Il a travaillé à la Cameron House dans les années 60-70 et il a connu Madame Cameron. Il va me raconter des histoires sensationnelles. Bonjour Jack. Bonjour Don, ravi de vous recevoir. Et bienvenue à Chinatown. Jack a connu des femmes qui avaient été vendues toutes jeunes comme esclaves et ont échappé à une vie de souffrance grâce à ce refuge, à ces tunnels et à une femme. Les petites filles l'appelaient « Mère bien-aimée » et les esclavagistes la surnommaient « le diable blanc ». Elle tentait d'arracher ces petites filles à un horrible destin. Très juste. On peut entrer? Bien sûr. Aujourd'hui, la Cameron House est une maison de quartier pour la population asiatique de San Francisco. Mais il y a 130 ans, des bénévoles de la paroisse se glissaient dans ces murs au cœur de la nuit, ramenant des petites filles et des adolescentes délivrées de maisons closes. Mais la réputation de la Cameron House grandissant, cacher les jeunes filles est devenu plus difficile. Leur propriétaire venait les chercher? Oui, ils venaient avec un policier à leur solde. Un flic corrompu? Oui, qui avait un mandat de perquisition. Il y avait un peu de corruption, hein? Oui, oui. Les propriétaires brandissent des contrats d'une durée de 30 ans pour justifier leur plainte. Quand l'un d'eux sonne à la porte pour demander qu'on lui rende sa propriété, la jeune fille est emmenée par un escalier dérobé vers un refuge souterrain. Qu'est-ce que c'est? Une trappe à charbon. Si on fouillait l'immeuble pour y retrouver une jeune fille, on la cachait dans un tunnel. Je peux jeter un coup d'œil? Bien sûr.
C'est un passage très étroit, pratiqué pour une personne de petite taille. Mais je devrais pouvoir m'y glisser. C'est vraiment exigu. La rue est juste au-dessus de nous. Bon, la cave est de ce côté et de l'autre, on est sous la rue. Je me trouve dans un tunnel à charbon. Un petit enfant pourrait certainement se glisser ici. Je descends par ici. C'est la cave. Voyons si je peux y arriver. Ces espaces très étroits ont été conçus pour des gens plus petits. Pour des enfants, pas pour moi. Il y en a peut-être eu 10 ou 15 cachés ici. J'imagine l'une de ces petites filles qu'on vient d'arracher à une maison close, cachée dans ce minuscule espace, pendant que son destin se décide et qui reste ici, sans faire de bruit. Anarchique et surpeuplé, le Chinatown du 19e siècle court à la catastrophe. Elle va se produire en 1900, sous la forme d'une terrible épidémie. À l'aube du XXe siècle, tandis que Miss Cameron utilise les souterrains pour tirer des enfants de l'esclavage, Chinatown est frappé par la peste bubonique. Le quartier est mis en quarantaine. Le seul moyen d'échapper à ce véritable siège, c'est d'emprunter les tunnels et les égouts. Les premières victimes de l'épidémie apparaissent en 1900. Craignant d'être montré du doigt, le gouvernement de Californie choisit de camoufler l'affaire. On évacue en douce les preuves, les cadavres, de la zone de quarantaine. Certains des égouts qui ont dû servir à cette opération secrète sont encore utilisés aujourd'hui. Don Spears, un expert des services militaires, me conduit dans les égouts. Je vous accompagne? Oui. Je m'équipe alors. Dans le ventre de Chinatown. Ce tunnel est minuscule. On peut le dire. Quelle taille fait-il? 1,50 m de haut et 90 cm de large. Tous les conduits d'égout de Chinatown sont comme ça? Oui, ils débouchent dans la baie. J'entends un écoulement d'eau. Pendant qu'on parle, les gens tirent la chasse des toilettes et sortent leur linge. En 1900, ces conduits bien conçus qui évacuent les eaux usées font aussi office d'autoroute pour les rats. C'est d'eux que viendra la terrible maladie. Voilà un joli petit rat. Ah, super. La peste bubonique vient des puces, c'est ça? Oui, elles la transmettent. Et les puces vivent sur les rats. Les rats sont dans les égouts. Oui, et elles migrent. Quand le rat meurt et que son corps se refroidit, la puce cherche un nouvel hôte. Si les rats ont été la cause de la peste, c'est par la faute des hommes qu'elle s'est propagée. Au lieu de soigner les premiers malades, on tente de nier l'évidence et de se débarrasser des corps des victimes. Les égouts ont l'avantage d'être cachés et de mener au port. Ils vont devenir de macabres vides d'ordures. Pour sortir un cadavre d'ici, de Chinatown, il fallait le transporter à travers ces conduits. C'était le plus simple. Des cadavres soigneusement emmaillotés sont descendus par une plaque d'égout et attachés sur une planche. Celle-ci repose sur les trottoirs de part et d'autre de l'étroit tunnel. Comme les conduits sont en pente, il est facile de pousser ce poids mort sur 800 mètres, jusqu'à la fin du voyage. Le port de San Francisco. Et les corps disparaissent à jamais. On sait combien de gens sont morts de la peste? On sait combien de cadavres ont été retrouvés. Je crois qu'il y en avait une bonne centaine. Mais il n'y avait aucun moyen de compter ceux qu'on n'a pas retrouvés. L'isolement et le racisme ont apporté bien des souffrances à la population de Chinatown. Et pour les morts comme pour les vivants, les souterrains étaient une porte de sortie.
Le même vent contestataire qui a engendré la culture hippie de San Francisco a donné naissance à un mouvement méconnu et plus subversif, appelé le Suicide Club. Il s'agissait d'un groupe d'explorateurs urbains dont le credo était de vivre chaque jour comme si c'était leur dernier, pour se confronter à leurs peurs intimes et se plonger dans un univers chaotique. Quand ils ont pénétré dans les sous-sols oubliés de San Francisco, ils ont découvert que cette honnête cité cachait aussi un complexe militaire souterrain, top secret. J'ai rendez-vous avec John Lowe, l'un des membres fondateurs du Suicide Club. Il va me conduire à la découverte de souterrains secrets. Je n'ai pas le droit de connaître leur emplacement. Bonjour, c'est moi, Don. John Lowe, bonjour. Pendant près de 10 ans, John et ses amis se sont amusés à défier les autorités et à faire de la provocation. Ils conduisaient des tramways tout nus, escaladaient des ponts et exploraient l'univers souterrain d'un vaste complexe militaire, dont la plupart des habitants ignoraient tout. Les entrées des bunkers de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide ont été condamnées dans les années 70. Bonjour, Don Wildman. Mais John et sa bande d'explorateurs de l'impossible ont refusé de laisser sombrer dans l'oubli tout un chapitre de l'histoire de la ville. Et ils ont trouvé le moyen d'y pénétrer. On va vous masquer les yeux pour ne pas vous révéler l'emplacement. On va dans un complexe souterrain complètement condamné. Pour protéger l'emplacement de l'entrée secrète, notre équipe a les yeux bandés. Et nous devons confier nos caméras à des inconnus. Vous nous conduisez dans les souterrains? L'aire de loisirs du Golden Gate, qui couvre plus de 300 km². On raconte que le sous-sol du parc abrite un complexe militaire top secret, creusé pendant la Seconde Guerre mondiale. Assurez-vous qu'il ne voit rien. Ça continue. On va marcher maintenant. Je suis relié à la caméra. C'est bon? D'accord. Ils n'ont pas trouvé plus étroit. Désolé les gars. Ça ira? Ouais, c'est bon, ouais. On vient de descendre d'environ 10 mètres. L'extérieur est par là. Je sais pas du tout où on se trouve. Mais ça descend encore de... 15 mètres. 15 mètres. C'est quoi ce puits? C'est un long puits de ventilation. Il menait aussi probablement à un poste d'observation. Des rations de survie fournies par la défense civile. Ah, c'est trop cool. Ça doit dater de la guerre froide. C'est vraiment immense, hein? Regardez-moi ça. C'est dingue. Selon John, la superficie de ce complexe souterrain serait de 7600 mètres carrés. Voilà les rails pour la transmission des messages. C'était une base militaire importante. Oui, ça fait partie d'un complexe qui s'étendait sur des kilomètres et des kilomètres. Et d'après vous, à quoi ressemblait cet endroit quand il était en activité? Il était exactement pareil, mis à part les pauvres graffitis des années 70. Des couloirs de béton, des rails de transmission qui sont tout rouillés maintenant. Il y avait aussi des dortoirs, des cuisines, les quartiers des officiers, des entrepôts pour les armes. Ça remonte aux années 50 à peu près. Je ne peux pas vous le dire exactement, mais oui, on peut dire entre 1940 et 1955. John ne veut rien dire. Mais cet immense espace souterrain ressemble en tout point à un bunker à munitions de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, l'effort de guerre dans le Pacifique dépend des cargos et munitions venus du port de San Francisco. Les fortifications datant de la guerre de sécession sont alors renforcées. Et de nouveaux bunkers, plus grands, sont bâtis en profondeur autour du Golden Gate.
Ce rail devait servir à transmettre des ordres et des messages. On avait des camions qui passaient ici, des soldats qui entraient et sortaient, et peut-être une batterie au-dessus de ma tête. J'en sais rien, je sais pas où je suis. Mais si cet endroit était aussi important qu'il en a l'air, il devait y avoir une activité débordante. Quand vous avez commencé à explorer les souterrains de la ville dans les années 70, vous avez été frappé par le nombre d'infrastructures militaires? On a d'abord été surpris, mais depuis on a exploré différents bunkers de différentes périodes, et certains donnent dans des tunnels des années 1860. Cette région a toujours été considérée comme une cible. San Francisco, oui, pour se débarrasser de ces foutus hippies. L'entrée. Qu'est-ce que c'est? Un puits de ventilation conduisant à un poste d'observation. Je peux jeter un coup d'œil? Vous m'aidez? Ah, c'est fou. Cet endroit est complètement condamné. Pendant 20 à 30 ans, ce pays est resté convaincu qu'il allait être attaqué. D'où ce genre de fortification souterraine. À l'époque, cet endroit était sans doute top secret, défendu par des clôtures et des patrouilles. Aujourd'hui, sa seule protection, c'est le fait que personne ne connaisse son emplacement, à part le Suicide Club. J'entends des gens. On est bien sous l'air de loisirs. Oui, on peut dire ça, mais ce parc couvre une partie de la baie. Ah, c'est vrai. Les gens sont juste derrière. Personne ne se doute que cet endroit existe. Jetez un œil là-dedans. On essaie de rester parfaitement silencieux. On ne veut pas que les gens se doutent que l'on peut entrer par ici. Il vaut mieux que personne ne sache. Cet endroit est dangereux. Les exploits souterrains du Suicide Club ressemblent à ceux de notre équipe. Nous plongeons tous sous terre pour découvrir des histoires cachées dans les profondeurs de la Terre. Depuis qu'on vient ici, on laisse toujours un petit message. Au Suicide Club, merci pour la visite, signé dans le secret des villes. Et voilà. À San Francisco, la prospérité a engendré la violence. Et la ville a subi bien des catastrophes naturelles. Séismes, incendies, épidémies. Beaucoup ignorent que la ville aurait pu être attaquée par l'ennemi. Et la seule chose qui l'a sauvée, ce sont ces gigantesques fortifications souterraines.